Le 6 décembre 2016, le procès de Dominique Ongwen s'est ouvert à la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. Dominique Ongwen, commandant allégué au sein de la brigade Signa de l'armée de résistance du Seigneur, ARS, est accusé de 70 chefs de crimes contre l'humanité et des crimes de guerre qui auraient été commis lors d'attaques contre les camps de déplacés à Lokoudi, Padjoulé, Odek et Abok entre octobre 2003 et juin 2004. Ce procès concerne la violence et la misère qui ont entaché la vie de millions de personnes qui habitaient dans le nord de l'Ouganda, des civils ordinaires qui ne souhaitaient rien d'autre que de vivre leur vie en paix, n'ont plus pu habiter dans les villages dans lesquels ils étaient nés et avaient grandi. Le bureau du procureur allègue qu'au moins depuis le 1er juillet 2002 et jusqu'au 31 décembre 2005, Dominique Ongwen, Joseph Kony et d'autres commandants de la brigade Signa faisaient partie d'un plan commun pour enlever des femmes et des filles dans le nord de l'Ouganda, qui ont ensuite été utilisées comme épouses forcées et esclaves sexuelles, torturées, violées et contraintes de servir comme domestiques, et pour également avoir enrôlé et utilisé des enfants de moins de 15 ans et les faire participer activement à des hostilités. L'accusé a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation. Est-ce que vous reconnaissez votre culpabilité concernant les charges qui pèsent contre vous? Au nom de Dieu, je réfute toutes les charges concernant cette guerre dans le nord de l'Ouganda. And the second question, Une deuxième la question donc est que vous déclarez être non coupable des charges qui pèsent contre vous. Yes. Oui. Les procédures de la CPI sont régies par le statut de Rome et tous les textes juridiques adoptés par les États parties. Les 3 juges composant la chambre de première instance sont le juge Bertram Schmidt, le juge Peter Kovacs et le juge Raoul Pangalangan. Ils sont chargés de mener des procédures équitables et rapides dans le plein respect des droits de l'accusé et de la protection des victimes et des témoins. Tout au long du procès, ils guident les procédures en veillant à ce que les lois soient respectées en tout temps et, en fin de compte, en fonction des preuves présentées par le bureau du procureur et par la défense, et en tenant pleinement compte des droits des victimes, les juges décideront si Dominique Ongwen est innocent ou coupable des crimes dont il est accusé. Le bureau du procureur a appelé son premier témoin le 16 janvier 2017, marquant le début de la présentation des preuves du procureur. Il tient à fournir divers éléments de preuve, notamment des communications radio, des témoignages de divers témoins, des rapports d'expertise médico-légale, ainsi que des photographies, vidéos et autres preuves documentaires. L'expert Tim Allen, premier témoin pour le bureau du procureur, a déposé le 16 janvier 2017. Il est professeur d'anthropologie du développement à la London School of Economics et a vécu pendant de nombreuses années au Sud-Soudan et au nord de l'Ouganda. Il a produit pour le bureau du procureur un rapport sur les origines et les objectifs de l'armée de résistance du Seigneur, ARS, ainsi que sur l'impact que celle-ci a pu avoir sur la population civile. There always has been. Il y a toujours eu une certaine ambiguïté autour des membres de l'ARS. Comme je l'ai indiqué précédemment, les tactiques militaires de l'ARS étaient différentes de celles du mouvement de l'Esprit Saint, du Holy Spirit Movement. L'ARS a toujours utilisé de petites unités à des fins militaires, souvent intervenant de manière autonome les unes des autres. En outre, l'ARS a enlevé des gens, les gens ont été attirés par l'ARS en grand nombre, surtout lorsque l'ARS était basée au Sud-Soudan et qu'elle bénéficiait du soutien du gouvernement de Khartoum. Un nombre important de gens vivaient avec l'ARS et ça donnait des activités agricoles, etc. Il y a toujours eu une certaine affinité entre ceux qui avaient rejoint l'ARS, nombre d'entre eux avaient été enlevés, et d'autres qui participaient au combat. Les
le nombre de ceux qui avaient pris part à des campagnes militaires, et là je les situe entre 3000 et 4000 au moment le plus fort de l'ARS. Joseph Kony and his commanders were Joseph Kony et ses commandants connaissaient bien les méthodes de guérilla. Ils se sont partagés en petites unités et ont pu donc continuer leurs opérations dans le nord de l'Ouganda, où ils n'avaient pas été très actifs dans le passé. Ils l'ont fait à partir de 2002, avec des implications graves pour les populations dans les camps de personnes déplacées. by the end of Je n'ai pas les chiffres à l'esprit, mais je crois qu'à la fin des années 90, on peut parler de 800 000 personnes déplacées et se retrouvant dans des camps. 2004, on avait près de 2 millions de personnes déplacées. Enfin, je ne sais pas si on peut vraiment parler de 2 millions, 1,5 million est peut-être plus correct. Les témoins experts sont interrogés dans la salle d'audience par l'accusation ainsi que par la défense. Monsieur Ongwen est représenté par une équipe dirigée par le Conseil de la Défense, Maître Crispus Ayena Odango. La défense mène ses propres enquêtes et a le droit d'interroger les témoins de l'accusation, de présenter ses témoins, ainsi que des documents, des vidéos, des photographies, des cartes et tout autre élément de preuve. Les représentants légaux des victimes peuvent interroger les témoins sur des questions pertinentes pour leurs clients sur décision de la Chambre. Le témoin protégé P0403 a déposé les 18 et 19 janvier 2017 avec des mesures de protection, notamment la distorsion de son image. Le témoin est analyste à la section de l'analyse des situations du bureau du procureur. Sa tâche, au bureau du procureur, relative à l'affaire Ongwen, était de trouver des données pertinentes à l'affaire dans les registres des communications radio de l'ARS qui avaient été interceptées. Il a rédigé un rapport traitant des communications interceptées entre différents membres de l'ARS qui faisait mention des 4 attaques contre les camps de personnes déplacées. Le témoin a déclaré que l'ARS communiquait par radio pour coordonner ses opérations et prévoir des réunions, s'échanger des messages, faire des rapports et mettre à jour les plans d'opération. Selon le témoin, les commandants de l'ARS avaient environ 30 radios et pouvaient communiquer du nord de l'Ouganda jusqu'au Sud-Soudan. Ces radios, a-t-il dit, appartenaient à l'armée ougandaise, à l'ONU et à certaines missions religieuses qui avaient été pillées. Mis à part le tonface, ils utilisaient diverses autres méthodes de codification dans leur communication radio, comme des métaphores. I focused on 4 charged attacks. Je me suis penché sur les 4 attaques faisant l'objet de charges, telles que cela m'a été demandé par le bureau du procureur, et en fonction des charges qui ont été retenues contre M. Ongwen, je me suis penché donc sur les communications interceptées et qui se rapportaient à ces attaques. Je n'ai pas inclus de communication d'appels relatifs à des attaques en général avant l'attaque elle-même, qui étaient associées ou pas aux attaques faisant l'objet des charges. Je me suis focalisé sur les communications radio de l'ARS relatifs à une attaque un jour avant, un jour après, voire une semaine après l'attaque pertinente. C'est-à-dire les informations que connaît le bureau du procureur, les communications associées à une attaque particulière. En plus, je me suis penché sur 4 dates de manière aléatoire, en ceci que j'ai pris une date lors d'une année particulière pendant la période de référence, donc une date en 2002, une autre en 2003 et 2 autres en 2004 et 2005. Les années, je les ai choisies en fonction de la période de référence, mais les dates comme telles, je les ai choisies de façon aléatoire. Et les résumés des communications relatives à ces jours-là, je les ai choisis. J'ai choisi moi-même le type d'information que j'ai inclus dans ma comparaison. Je n'ai pas tenu compte de toutes les communications qui ont eu lieu ce jour-là. De la même manière, je n'ai pas inclus toutes les communications qui ont eu lieu pendant les journées précédentes
les attaques, les 4 attaques faisant l'objet des charges. Lorsqu'il parlait de questions corrélées, je ne me suis pas penché là-dessus, je me suis penché simplement sur les rapports relatifs aux attaques. Le jour de l'attaque, j'ai procédé donc à un choix aléatoire, une sélection aléatoire des 4 dates, mais elle n'était pas tout à fait aléatoire en ceci que je recherchais des informations qui n'étaient pas liées aux charges retenues contre M. Ongwen, mais des informations qui néanmoins pourraient être perçues comme étant significatives puisqu'elles faisaient partie des activités quotidiennes de l'ARS, pour voir si elles correspondaient aux activités de l'ARS et des informations que je connaissais au sujet de l'ARS, pour déterminer si elles étaient pertinentes ou pas. Dans un mémoire préalable au procès, l'accusation allègue que, dès le début des années 90, l'armée de résistance du Seigneur utilisait des radios à haute fréquence pour communiquer entre elles et qu'en 2002, elle avait mis au point une méthode sophistiquée de communication par radio. Joseph Kony était souvent situé à des centaines de kilomètres de ses troupes et se servait de la radio à haute fréquence pour émettre des ordres et communiquer avec ses commandants répartis sur un vaste territoire. Plus tard, au cours du procès, du 23 janvier au 3 février 2017, 3 opérateurs radio ont témoigné lors du procès de Dominique Ongwen. Parmi ces témoins, 2 étaient des anciens opérateurs radio de l'ARS et 1 travaillait pour l'Organisation de la sécurité intérieure en Ouganda. Ils ont témoigné en grande partie au sujet des communications radio de l'ARS. Le témoin protégé P0016 a déposé du 23 au 26 janvier 2017 avec des mesures de protection dont la distorsion de son image et l'altération de sa voix. Il a affirmé qu'il était un signaleur, soit un opérateur radio, dans l'ARS. Il a même passé un certain temps comme opérateur radio de la brigade Signa sous le commandement allégué de Dominique Ongwen. Le témoin P0016 a témoigné qu'il avait été enlevé par l'ARS en Ouganda et emmené au Soudan où il a été blessé et ensuite formé pour travailler comme opérateur radio. Nous avons d'abord appris à manipuler la radio et ensuite on nous a appris à brancher la radio, on nous a appris à utiliser les batteries, on nous a appris à ouvrir la radio, à monter les antennes, on nous a appris les codes ABCD. Après cela, nous avons été formés à la création d'un système temps-face, à la réception de messages et à l'utilisation de radio. On nous a demandé à montrer à nos collègues à utiliser la radio, à l'allumer. Après cela, nous avons été affectés à des tâches précises. On vous affectait auprès de quelqu'un qui avait déjà de l'expérience pour que vous puissiez apprendre auprès de cette personne. Mais vous savez, lorsque vous parlez de radio, lorsque vous parlez à la radio, la voix est différente. On vous apprend alors à clarifier la voix, de sorte que si vous êtes en train de parler à la radio et que la voix n'est pas claire, vous pouvez la clarifier pour la reconnaître. Certaines ne l'étaient pas. Kassena, qui nous avait été donné par le gouvernement soudanais, permettait d'entendre la voix au clair. Mais d'autres radios ne changeaient pas, n'altéraient pas la voix des orateurs. Donc il fallait qu'on s'habitue aux différentes voix. Si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser la radio, parfois vous avez peur de recevoir un message. Donc on vous apprenait à recevoir des messages. Madame Sarah Kerwigi, conseil des témoins nommés par le greffe de la CPI pour des questions possibles d'auto-incrimination, était aussi présente dans le prétoire. Les chefs de l'ARS qui étaient autorisés à avoir une radio, vous savez, Joseph Kony avait différentes fonctions. Il fallait qu'il fasse confiance aux gens, donc les commandants de bataillon, les commandants de brigade et tous ceux qui rendaient compte à Kony disposer d'une radio. À l'époque où j'allais quitter l'ARS, les capitaines pouvaient aussi disposer d'une radio, surtout si ils étaient affectés à une tâche particulière. On lui remettait une radio pour qu'il puisse communiquer. Il a ajouté que seuls les commandants avaient des radios et des codes indicatifs et que celui de Dominique Ongwen était Lima Charlie.
Afin de préserver la confidentialité de leurs entretiens, il a ajouté que les officiers de l'ARS utilisaient un langage codé via le système TONFAS et ou le recours à des proverbes. Un TONFAS, c'est un code en fait, c'est comme une clé. Quand vous voulez pénétrer dans une maison, vous utilisez une clé pour pénétrer dans la maison. Les messages qui étaient envoyés par le biais de TONFAS utilisaient des codes ésotériques. Si vous ne connaissiez pas la signification de ces mots composant le code, vous ne pouviez pas comprendre le message. C'est ce qu'on appelait une transmission par TONFAS. Plusieurs interceptions radio de communication radio enregistrées ont été jouées dans la salle d'audience et le témoin a identifié les voix de Joseph Kony, Vincent Auty et de Dominique Ongwen, ainsi que celles de différents signaleurs. Le témoin a ajouté que ces interceptions portaient sur des attaques contre différents lieux dans le nord de l'Ouganda. Ici, il est écrit sur l'épaule. Ce qu'il dit en Acholi à l'épaule, c'est-à-dire que ceux qui sont cachés attribuent un grade. Donc Kony, ou l'esprit de Kony, a donné un grade à cet homme. Plus tard, dans une autre communication radio, interceptée et jouée à la cour, le témoin a reconnu les voix de Dominique Ongwen et Vincent Auty qui discutaient d'une attaque contre Lukudi. Le témoin a ensuite confirmé que Dominique Ongwen avait affirmé que c'était lui qui avait ordonné l'attaque et que certains de ces hommes ne sont jamais revenus. Le témoin a dit que c'était surtout Joseph Kony qui prononçait les ordres à la radio, et en son absence, les ordres venaient de Vincent Auty. Le témoin P0059, qui a déposé du 27 janvier au 1er février 2017, avec les mesures de protection dont la distorsion de son image, était également un signaleur, mais pour l'Organisation de la sécurité intérieure en Ouganda. Selon le mémoire préalable du procureur, il était celui avec le plus d'expérience et ainsi le meilleur intercepteur de l'organisation. Il a écouté les communications radio de l'ARS pendant plus de 10 ans. Le bureau du procureur a recueilli des dossiers de plusieurs opérateurs radio couvrant la période allant de 2002 à 2005. Ces preuves comprennent environ 5000 pages de notes, près de 8000 pages de registres, environ 5000 pages de copies fax, 300 rapports d'intelligence de l'UPDF, 15 rapports d'intelligence policière et 610 enregistrements audio. Le témoin P0059 travaillait dans les casernes de sa division d'infanterie de l'UPDF à Goulou. Il a raconté qu'il travaillait et dormait dans le même bureau afin de pouvoir suivre les communications de l'ARS en tout temps. Tout d'abord, il s'agissait d'informer le gouvernement des plans de l'ARS, des rebelles de l'ARS, de telle sorte que le gouvernement puisse trouver des solutions ou des manières de combattre les activités et de protéger la sécurité des Ougandais. Deuxièmement, lorsque je travaillais, je devais tout transcrire parce que ça nous aiderait à l'avenir. Donc, j'enregistrais tout. Tout ce qui venait de la radio, j'enregistrais cela sur des cassettes. Les voix, c'est probablement ces enregistrements qui font que je suis ici devant vous aujourd'hui. Le témoin P0059 a parlé de son travail quotidien. Chaque jour, il enregistrait les communications radio sur un magnétophone et rédigeait des notes. Il envoyait des rapports par fax au bureau de son organisation à Kampala en prenant note dans le cahier de l'UPDF. Sur un certain nombre de communications radio jouées dans la salle d'audience, le témoin a identifié Joseph Kony, Vincent Auty, Dominique Ongwen, Raska Lokuya et Okot Odhiambo
comme étant ceux qui prenaient le plus souvent la parole. Il a dit qu'il reconnaissait leur voix ainsi que leurs indicatifs. Sur l'une de ces interceptions, il a même reconnu les voix de Dominique Ongwen et de Vincent Auty qui discutaient de l'attaque sur Locody. J'ai reconnu la voix de Vincent Auty, j'ai également reconnu la voix de Dominique Ongwen. Auty utilisait l'indicatif TEM. TEM, une abréviation pour témoin et gang, qui est l'indicatif de Ongwen. Le témoin a dit que l'ARS utilisait le code TONFAS dans leur communication radio, mais aussi des pseudonymes, du jargon et de l'atcholi modifié qui semblaient ne pas avoir de sens pour ainsi rendre la communication difficile à comprendre. Comme je vous l'ai dit, mon travail n'est pas un travail facile. Alors, premièrement, j'ai été formé en tant qu'opérateur radio. Et deuxièmement, je consacrais une grande attention et une grande concentration à mon travail de façon à ce qu'il soit productif. J'écoutais très attentivement les messages de façon à en tirer le maximum d'informations à transmettre au gouvernement ougandais. Troisièmement, je me disais aussi qu'un jour, cette rébellion... Dans une autre série d'intercepts joués dans la salle d'audience, le témoin a reconnu Dominique Ongwen donnant des bilans opérationnels concernant divers endroits dans le nord de l'Ouganda, énumérant chaque fois les articles saisis pendant les attaques. Outre les munitions et les fusils, Ongwen aurait rapporté avoir saisi des bazookas et un diamant, puis un téléphone Motorola et d'autres articles. Joseph Kony lui aurait dit de garder le diamant. Le témoin P0440, ancien opérateur radio de l'ARS, a témoigné avec des mesures de protection de distorsion de son image et l'altération de sa voix du 1er au 3 février 2017. Madame Sarah Karouigi était présente dans la salle d'audience comme conseil juridique des témoins, nommé par le greffe pour les questions possibles d'auto-incrimination. Le témoin P0440 a déposé au sujet de son enlèvement et de son expérience à l'ARS jusqu'en août 2004, date à laquelle il a réussi à s'échapper. Les personnes choisies afin de devenir des radio-opérateurs étaient souvent des personnes qui avaient un certain niveau d'éducation et en tout cas qui savaient lire et écrire. Le témoin a ajouté que Joseph Kony, commandant en chef de l'ARS, était celui qui choisissait le contenu des messages. Une fois que la sélection de ces personnes avait été effectuée, quel est le type de formation qui leur était dispensée? La formation qui était proposée concernait la façon de régler une radio, de changer de canal, d'envoyer des messages par radio et aussi de se déplacer vers l'endroit où l'on était censé transmettre les messages. Le témoin a également déclaré que Dominique Ongwen était un des commandants qui suivait couramment les ordres de Kony et qu'à la radio, on l'appelait Temwe Kimbong. Il avait l'idée éventuellement d'enlever des personnes. Alors à ce moment-là, il donnerait l'instruction d'aller chercher de la nourriture. Et puis si il y avait un groupe qui pouvait justement enlever des gens, eh bien, il pouvait ensuite faire cela. Il déléguait des commandants subordonnés pour que ceux-ci effectuent la tâche, parce que il ne voulait pas faire le travail à ce moment-là où il n'était pas en mesure de le faire, donc il déléguait cette tâche à des commandants inférieurs. Il a été également demandé aux témoins d'identifier et de résumer les communications radio interceptées. Dans l'une des interceptions, le témoin a reconnu la voix de Dominique Ongwen qui rapportait qu'il était revenu d'une mission à Odek
et que 9 soldats ougandais ainsi que plusieurs civils étaient morts. Lorsqu'on lui a demandé si Joseph Kony était un commandant sévère qui renforçait la discipline, le témoin a dit qu'il était parfois strict, parfois gentil. Oui, je sais que les hommes qui étaient sous ses ordres, lorsqu'il émettait des ordres, les gens avaient peur des ordres qu'il leur donnait. Parfois, ils obtempéraient parce qu'ils avaient peur de lui, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'il ferait à un moment ou à un autre. Le procès de Dominique Ongwen se poursuivra le lundi 27 février 2017.